Salut à tous, aujourd'hui je me trouve dans le secteur fortifié de l'Escaut, en bordure de la forêt de Rhêmes. Alors à travers mon parcours, je vais vous présenter plusieurs ouvrages qui ont combattu pendant la bataille de l'Escaut. Je vais vous faire découvrir la casemate du Mont des Bruyères, entièrement reconstituée par l'association Maginot Escaut. Alors là, je me trouve actuellement devant un blocos pour canon, et ici est mort pour la France le sous-lieutenant René Debry et plusieurs hommes de son équipage. Donc vous voyez, ce blocos a subi d'énormes dégâts. Ce blocos a été complètement labouré. Et là on y voit l'impact qui est à l'origine de la mort du sous-lieutenant René Debry et des hommes d'équipage. Donc les obus ont traversé le mur de la casemate. On y voit ici partiellement obstrué le créneau pour le canon de 25 mm. Donc ça c'est une Trémy Palmer Lemaigre pour le petit côté technique. Donc ces impacts sont issus de tirs de 88 mm allemands à tir tendu, c'est-à-dire de tirs à courte distance. Donc là, je vais faire un tour à l'intérieur, bon, et on voit, c'est un véritable dépotoir. Et quand on sait ce qui s'y est passé, c'est une véritable honte de voir ça. Voilà, on voit par où les obus ont percé le mur de la casemate, le mur du blocos. Et donc pour le petit côté technique, là on y voit hein, le plafond, les murs les plus exposés au tir ne sont pas blindés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaque d'acier pour retenir les éclats de béton pour lutter contre l'effet mécanique d'Hawkinson. Et c'est ce qui en soit à l'origine de la mort de ces hommes d'équipage. Même si le blindage n'aurait pas résisté pour autant à un projectile de 88. Donc voilà ce que ce blocos est devenu, un dépotoir, alors que ça devrait être un lieu de mémoire. Au minimum, il devrait y avoir une plaque ici. Donc là, nous sommes sur un blocos double, avec des embrasures pour mitrailleuses 24-29 et deux canons anti-char 25 mm. Et là c'est l'avant de la casemate. À la base il y avait un mur de rocaille, là ça a été partiellement retiré. Je vais aller vous faire voir maintenant une chambre de coupure avec centrale téléphonique. Je vais vous expliquer un peu en quoi consistaient les chambres de coupure. Donc là je me dirige vers la chambre de coupure et centrale téléphonique. Donc j'ai pu me garer à côté de l'exploitation. L'éleveur super sympa m'a autorisé à me garer dedans chez lui. Du coup je peux aller tranquillement faire mes explorations. Donc l'objectif, comme je vous disais, c'est la chambre de coupure et centrale téléphonique et la casemate de la Drève Saint-Antoine, dont je vous expliquerai l'histoire juste après.
Alors voici cette fameuse chambre de coupure. Donc voilà, c'est pas grand chose comme vous voyez. Donc oui, les chambres de coupure et centrales téléphoniques n'étaient pas forcément enterrées. Donc là, c'est un petit bloc. Avec tout ce qu'il fallait pour passer les fils, etc. Donc là, bon, il ne reste plus rien du tout. Voilà. Le tout était tout de même bien camouflé, hein. Il n'y a que l'entrée qui restait visible. Le tout est comme à l'époque, hein, le tas de rocaille, le camouflage au-dessus avec de la terre et du gazon. C'était comme à l'époque. Hein. En soi, ça n'a pas beaucoup changé. Donc l'intérêt de ces chambres de coupure, là je vais parler des chambres de coupure en général. Donc en général, on les retrouve en arrière des lignes de fortification. Là, dans le secteur fortifié de l'Escaut, c'est un peu particulier, parce que les chambres de coupure, on les retrouve entre les ouvrages Corf et les ouvrages après 1935, après la dissolution de la Corf. Donc la Corse a été dissoute fin 1935, début 1936, la commission d'organisation des régions fortifiées. Donc c'est par cette organisation où l'on détient les ouvrages les plus modernes de la ligne Maginot. Ensuite, après dissolution, c'était les régions fortifiées qui avaient en charge de continuer les défenses, un peu à leur guise. Et donc on peut retrouver ces chambres de coupure ou centrales téléphoniques entre ces deux lignes, entre les anciennes lignes de fortification et les nouvelles. À la base, les chambres de coupure sont là pour faire relais, pour les communications, surtout les réseaux fortifiés. Mais quand le secteur était sur le point de se faire prendre par l'ennemi, il pouvait couper complètement les communications. Donc isoler la partie occupée par l'ennemi pour ne pas que les Allemands puissent entendre les communications françaises. C'est pour ça que ça s'appelle aussi chambre de coupure. Ici sont morts pour la France le soldat Raymond Van Vasselior et le soldat Noël Grard. Donc je suis à la casemate de la Trève Saint-Antoine. Donc c'est une des rares casemates où il y a encore les protections pour les ventilations. Donc, cette casemate est fermée, c'est un abri pour chauves-souris. Donc je ne vais pas revenir sur les spécificités techniques de ces ouvrages. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'en ai déjà parlé assez. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh ben abonnez-vous. J'explique pas mal de choses sur ces ouvrages d'intervalle de la ligne Maginot étendue du nord de la France. Donc on y voit de nombreux impacts de balles un peu partout. Impact d'obus aussi. Donc le soldat Raymond Van Vasselior est mort à proximité de la casemate en tentant de s'abriter à l'intérieur. Il fut tué à cause d'un pilonnage allemand. Donc là, je vais sur la dalle de la casemate. Donc là, nous sommes devant une cloche GFM de type A transformée B. Donc c'est exactement le même type de cloche que la type A, sauf que elle a ses créneaux renforcés. Donc le soldat Noël Grard a été tué à l'intérieur de cette cloche à cause d'un impact d'obus de 88 mm allemand.
Le bloc jumelle qui était installé à l'époque a été expulsé dans le visage de ce soldat à cause de l'impact. Il a été tué sur le coup. Donc là, je vais vous faire voir aussi cette cloche pour mitrailleuse jumelée modifiée arme mixte. Donc il y en a eu très peu sur toute la ligne Maginot de ce type de cloche, surtout modifiée arme mixte. Donc à la base, il y a un jumelage de mitrailleuse Rebel Mac 31 interchangeable avec un canon de 25 mm. Donc l'observation se faisait soit par ces volets à gauche et à droite, ou comme d'habitude par des périscopes. Donc là nous sommes sur une casemate Corf, donc construite avant dissolution bien sûr. Hein. La dissolution officielle était 1936, mais le décret a été signé en 1935. Je sais pas s'il y a la date, la cartouche n'existe plus, il n'y a plus il n'y a plus la date. Donc on est sur un indice de protection de niveau 2 là-dessus. Bon là c'est, je vais pas aller, encore une fois, je vais pas aller trop loin dans les spécificités techniques. Bon, il est bon de rappeler que chaque casemate avait un niveau de protection. Là on est à peu près sur une dalle qui fait 2 mètres, donc niveau de protection 2, ce qui normalement, si je me souviens bien, correspond à une protection contre du calibre de 240 mm, ce qui est pas mal du tout pour le secteur, parce qu'on était en forêt. Donc là nous sommes vraiment sur une casemate beaucoup plus massive que ce qu'on peut trouver dans le secteur. Souvent on y trouve des blocos pour canon qui sont bien moins protégés. À vue de nez, le blocos pour canon que je vous ai présenté est un indice de protection 1, et donc ça équivaut à une protection contre des obus de 155 mm. Donc ça n'a rien à voir avec un ouvrage comme celui dont je vais vous présenter de l'adresse Saint-Antoine. Et encore, ce type d'ouvrage ne sont pas les plus gros, hein. Il en existe de bien plus massifs. Il en existe avec des indices de protection de niveau 4, ce qui équivaut à une dalle et des murs épais de 3,50 m. C'est vraiment autre chose. Donc là surtout c'est... Alors ça, si vous tombez là-dessus, ne pas toucher. Là en fait, là il aurait pu, là à tout moment il peut péter en fait. Ici est mort pour la France le caporal-chef Perrin, le 21 mai 1940. Alors voilà, je me trouve dans la forêt de Mormal, juste à côté de la casemate Vivier du Est. Là on y voit dans le fond, c'est une coiffe d'obus.